Nous sommes en 1812. L'Europe retient son souffle. Un seul homme se tient au sommet du pouvoir, son ombre s'étendant des côtes ensoleillées d'Espagne aux vastes plaines de Pologne. Cet homme est Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Depuis plus d'une décennie, il a redessiné la carte du continent, ses armées brisant coalition après coalition. Les vieilles monarchies d'Autriche, de Prusse et d'Espagne se sont toutes inclinées devant son génie militaire et la ferveur révolutionnaire de sa grande armée. Son nom est murmuré avec un mélange de crainte et de peur dans chaque cour, dans chaque ville, de Londres à Vienne. Il est plus qu'un général, il est une force de la nature, un architecte du destin qui semble plier la réalité à sa volonté. À ce moment, Napoléon est à l'apogée absolu de son pouvoir. Pourtant, une grande puissance reste défiante, une anomalie tenace dans son système continental. Cette puissance est le vaste et énigmatique empire russe dirigé par le tsar Alexandre Ier. Autrefois allié de Napoléon après le traité de Tilsit en 1807, le tsar est devenu méfiant face à la domination française. Le blocus continental contre la Grande-Bretagne, pierre angulaire de la guerre économique de Napoléon, étrangle le commerce russe et nuit à sa noblesse. Napoléon ne voit pas le défi de la Russie comme un simple problème politique, mais comme un défi personnel à son autorité. Napoléon rassemble la plus grande armée européenne jamais vue, la légendaire Grande Armée. Plus de 600 000 hommes de 20 nations différentes sont rassemblés le long de la frontière polonaise, une force vraiment colossale conçue pour écraser toute résistance. Le monde observe, convaincu que l'empereur est invincible, que son étoile est toujours montante. L'invasion de la Russie n'est pas perçue comme une question de savoir s'il va gagner, mais à quelle vitesse. Mais si cette histoire pouvait être réécrite, et si l'impossible se produisait, et que Napoléon sortait victorieux des steppes gelées? Le plan de la campagne de 1812 était un chef-d'œuvre de stratégie. Il envisageait une guerre rapide et décisive, mais les Russes refusèrent de jouer son jeu. Au lieu de tenir tête et de combattre, ils se replièrent. Et en se repliant, ils mirent en œuvre une politique de la terre brûlée. Ils brûlèrent des villages, détruisirent les récoltes et empoisonnèrent les puits, ne laissant rien derrière eux pour l'avancée française. L'immensité de la Russie commença à jouer contre eux, étirant leurs lignes de ravitaillement jusqu'à la limite à chaque kilomètre parcouru. Avant même qu'une seule bataille majeure ne soit livrée, l'armée commença à saigner. Des milliers d'hommes et de chevaux moururent d'épuisement, de maladie et de faim. Les batailles, comme à Borodino, furent horriblement sanglantes, mais finalement indécises. Les Russes combattaient avec acharnement, puis se retiraient simplement plus profondément dans leur territoire. Quand Napoléon entra finalement dans Moscou en septembre, il s'attendait à trouver une ville prête à se rendre. Au lieu de cela, il trouva une ville fantôme, qui fut bientôt la proie des flammes allumées par des saboteurs russes. Les 5 semaines d'attente de Napoléon dans un Moscou en flammes, la retraite désastreuse à travers l'hiver russe impitoyable, la famine, les engelures et le harcèlement constant des Cosaques. Cette défaite marqua le début de la fin pour Napoléon. Après avoir attendu en vain une reddition du tsar à Moscou, Napoléon décide de quitter la ville. Problème, l'hiver approche, l'armée est déjà affaiblie. Très vite, les conditions deviennent extrêmes. Température glaciale, soldats sans vêtements adaptés, manque total de nourriture. Les hommes mangent des chevaux, puis parfois du cuir ou même des restes gelés. Beaucoup meurent sans combattre. Les troupes russes, dirigées par Mikhaïl Koutouzov, attaquent les arrières, tendent des embuscades et capturent les retardataires. L'armée française se désorganise complètement. La Grande Armée n'est plus une armée disciplinée. Soldats épuisés, désertion massive, chaos total. Le moment le plus tragique, le passage de la rivière Bérésina. C'est un carnage, même si Napoléon évite l'anéantissement total. En décembre 1812, les survivants quittent enfin la Russie. Sur environ 600 000 hommes, moins de 100 000 reviennent. Cette retraite est devenue un symbole de la puissance de la nature, des limites de la stratégie militaire et de la chute d'un empire. Après ça, toute l'Europe comprend que Napoléon peut être vaincu. Voici un témoignage célèbre et très marquant de la retraite de Russie, celui de Philippe-Paul de Ségur, qui accompagnait Napoléon Bonaparte en 1812. Les soldats marchaient sans parler, les yeux vides. Ceux qui s'arrêtaient un instant étaient perdus. Ils s'asseyaient dans la neige et ne se relevaient plus. Ségur raconte que les soldats fouillaient la neige pour trouver des restes, mangeaient de la viande de cheval gelée. On se disputait des lambeaux de chair gelée comme un trésor. Avec la fatigue et la faim,
La discipline disparaît. Les rangs n'existaient plus. Ce n'était plus une armée, mais une foule. Les soldats abandonnent les blessés. Les rares moments de repos sont dangereux. Autour des feux, beaucoup s'endormaient et ne se réveillaient jamais. Le froid tuait pendant le sommeil. Lors du passage de la Bérésina, on se précipitait sur les ponts. Les cris, la foule, les chutes, la rivière engloutissait tout. Ce récit montre que la défaite n'est pas seulement militaire, c'est une lutte pour survivre contre le froid, contre la faim, contre soi-même. En résumé, la retraite de Russie n'est pas juste une bataille perdue, c'est une catastrophe humaine où la nature, les erreurs stratégiques et l'épuisement ont détruit la grande armée. Pour réécrire l'histoire, nous devons trouver le moment où un seul choix différent aurait pu modifier toute la chaîne des événements. Pour la campagne de 1812, ce moment est dans l'esprit de l'empereur au milieu des ruines fumantes de Moscou. Et si, en entrant dans la ville en flammes, il avait immédiatement reconnu l'inutilité de sa position? Dans cette histoire, l'empereur saisit la vérité en 48 heures. Moscou est un piège. La date n'est pas le 19 octobre, mais le 16 septembre. L'armée est encore disciplinée, les premières neiges sont encore à des semaines. La seule décision logique est de préserver son armée. Surtout, ce Napoléon plus précoce et plus discipliné fait le bon choix stratégique. Il engage toutes ses forces dans le plan original, percé vers le sud, vers la province intacte et fertile de Kalouga. La bataille est toujours féroce, mais les Français réalisent une percée décisive. Ils accèdent à la route du sud, un couloir de sécurité et de subsistance. Cette seule décision change tout. L'armée marche maintenant à travers un pays qui peut la soutenir. La retraite est transformée d'une marche de la mort en un retrait stratégique. Ils atteignent la sécurité relative de Smolensk, non pas comme des spectres gelés, mais comme une puissante force militaire capable de se défendre et de poursuivre la guerre. Au printemps de 1813, une grande armée reposée et renforcée ne se tourne pas vers Paris. Elle s'engage dans une nouvelle campagne. Une campagne visant non pas l'âme de la Russie, mais sa tête. Piégé et militairement vaincu, il n'a pas le choix. Le tsar demande la paix. La Russie est vaincue. Napoléon est le maître incontesté du continent. Sa victoire en Russie étant assurée, Napoléon tourne toute son attention vers la Grande-Bretagne. Le système continental, désormais complet, force la Grande-Bretagne à la table des négociations. La longue guerre est enfin terminée. L'Europe devient la carte de l'Empire français. Napoléon, libéré des guerres, se consacre à consolider son règne. Paris est la capitale incontestée. Mais l'unité forcée crée de profonds problèmes. Les peuples commencent à ressentir la domination française. L'empereur vieillissant s'appuie sur sa police secrète pour réprimer la dissidence. À la mort de Napoléon, vers 1840, une crise de succession éclate. Napoléon II manque du génie de son père. Les tensions nationalistes explosent. Des révolutions simultanées éclatent à travers l'Empire. L'Empire, bâti sur un seul génie, ne peut survivre. Il s'effondre, menant à une guerre de succession napoléonienne, plus sanglante que tout ce qui a précédé. La défaite de Napoléon en Russie a été l'événement crucial qui a permis à d'autres puissances de façonner l'avenir de l'Europe. Ce fut le début de la fin pour l'empereur. Le congrès de Vienne qui a suivi, mené par les vainqueurs, a établi un nouvel équilibre des pouvoirs et redessiné la carte de l'Europe d'une manière qui allait définir le continent pendant près d'un siècle. L'histoire n'est pas inévitable, et dans les plaines gelées de Russie en 1812, le monde tel que nous le connaissons a été forgé dans le creuset d'un échec colossal.